les choses qui nous intéressent vraiment, c'est toutes les mutations sociales, esthétiques et technologiques. Technologiques, on est en plein dedans avec le numérique, que connaissent les institutions et les pratiques culturelles en ce moment. Et on aborde ça en fonction de trois axes. Un axe qui est l'axe esthétique, un axe qui s'appelle communication et éducation. Donc là, toutes les questions de médiation culturelle et d'enseignement des arts sont abordées. Et finalement, l'axe numérique qui nous permet de regarder quelle est l'influence des changements technologiques sur les pratiques culturelles, parce que vous savez bien autant que moi qu'il y a beaucoup de pratiques culturelles maintenant qui se font sous forme numérique, mais aussi il y a beaucoup de numérique qui maintenant est intégré dans les pratiques culturelles les plus traditionnelles. Je vais juste donner deux exemples. Au théâtre, il y a beaucoup d'intermédialité, beaucoup d'écrans et beaucoup de technologies. Et tout simplement, maintenant, on peut lire un livre papier, mais bien sûr, on peut lire un livre numérique, ce qui veut donc dire que les pratiques culturelles sont modifiées par ça. Et donc, tout ça pour vous dire qu'on a pas mal de disciplines qui sont intégrées dans ce laboratoire de recherche sur les publics de la culture, la littérature, parce que le département où j'enseigne est d'abord un département de lettres, tous les arts de la scène, théâtre, danse, cirque. On a aussi, puisqu'on a un axe communication, des spécialistes de ce domaine-là, des spécialistes d'éducation, philosophie, sociologie et même des gens de marketing, comme par exemple le projet qu'on fait en ce moment avec Claudia Barbara. Je le fais en collaboration avec un professeur de l'école de gestion. Donc, on est pas mal multidisciplinaire, puis on essaie d'apprendre les uns des autres dans ce laboratoire. Et finalement, le laboratoire est une infrastructure du CRIL, c'est-à-dire le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Donc, on travaille aussi avec beaucoup de chercheurs en études québécoises qui nous soutiennent beaucoup dans nos recherches. Donc, on est une petite équipe. Si vous voulez aller voir le site, c'est lrpc.ca. Je ne l'ai pas écrit ici, mais c'est tellement facile que vous pouvez y aller. Et quand je vous disais qu'on est une petite équipe, on a 3 membres réguliers. Outre moi, il y a les 2 Marie-Claude, Lapointe et Larouche. Marie-Claude Lapointe vient de Loisirs, Culture et Tourisme et Marie-Claude Larouche vient des Sciences de l'Éducation. Mais on a beaucoup, beaucoup de membres associés aussi, donc des professeurs qui sont de toutes les disciplines, beaucoup de membres étudiants, soit parce qu'ils sont dirigés par les membres réguliers du laboratoire ou les membres associés. Et on a une vingtaine de partenaires, ça va du Musée du Louvre jusqu'au Musée Pop à Trois-Rivières, le Conseil québécois du théâtre, tous les gens en fait avec qui on mène des projets de recherche ou pour lesquels on participe d'une manière ou d'une autre à des projets. Je vous donne un exemple comme ça parmi d'autres. Le Salon du livre de Trois-Rivières, par exemple, on participe avec eux à leur comité aviseur sur les projets en numérique. Donc, on a des petites choses qu'on fait ensemble. Alors, tous ces gens-là sont nos partenaires. Les 3 axes de recherche, je pense que c'est là le plus important dans un laboratoire, c'est vraiment sur quoi on travaille. Donc, dans l'axe esthétique, ce qui nous intéresse, c'est comment le public reçoit les objets culturels et aussi comment le public participe à beaucoup de pratiques culturelles différentes, que ce soit les jeux vidéo, aller au théâtre, lire un livre, emprunter un livre à la bibliothèque, lire un journal. Tout ça, pour nous, c'est des pratiques culturelles, ça nous intéresse. Il y a toute la question de la communication et de l'éducation. Alors là, et c'est un objet auquel on s'intéresse beaucoup, toute la médiation des objets culturels, tous les savoirs qui sont impliqués et qu'on peut transmettre à l'intention des publics et des non-publics, et aussi le rôle de l'école et des médias dans l'accès aux pratiques culturelles et artistiques. Ça, c'est des objets qui nous intéressent. Et finalement, le numérique, pas juste parce que c'est à la mode, mais aussi parce que le numérique influence beaucoup les pratiques culturelles. On demande, par exemple, aujourd'hui au théâtre de trouver toutes sortes de moyens de diffusion par le numérique ou toutes sortes d'autres choses. Et l'autre aspect du numérique qui nous intéresse, c'est comment le numérique modifie, dans le cadre épistémologique, c'est un mot compliqué pour dire comment on réussit à
emmagasiner de la connaissance à partir du numérique pour le domaine des pratiques culturelles. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, là, je vais être un petit peu plus... je vais vous parler... Louise m'avait demandé de vous parler un petit peu de mon parcours de chercheur. Je dirais que mon intérêt pour les publics de la culture provient de deux spécialités qui sont les miennes comme professeur d'études théâtrales. D'abord, j'ai été longtemps critique de théâtre. Donc, l'idée de recevoir et d'être spectateur et d'être récepteur de la culture, j'ai été spectateur professionnel, si vous voulez, pendant plusieurs années. Et finalement, ma spécialité, c'est le théâtre québécois contemporain. Et donc, dans le théâtre québécois contemporain, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le rôle du spectateur, le rôle du numérique dans les esthétiques contemporaines et par quel procédé on peut amener à approfondir la participation du public aux arts de la scène en particulier. Donc, moi, dans ce laboratoire-là, si vous voulez, mon premier appel, ce par quoi je suis le plus interpellé, c'est vraiment l'axe esthétique. C'est-à-dire que, à la base, ce qui m'intéresse, c'est les spectacles et comment c'est fait. Mais en même temps, au fil du temps, je me suis aussi intéressé aux deux autres axes parce que je m'intéresse aussi à la médiation culturelle, c'est-à-dire comment on peut attirer du public pour les arts de la scène. Et aussi, je m'intéresse à la fois au numérique dans l'esthétique théâtrale et au numérique pour communiquer avec les publics. Ça va, vous me suivez? Est-ce que je vais trop vite? C'est beau, Hervé. Je pense que ça va. On a ouvert une boîte de conversation, donc on va regarder attentivement s'il y a des questions qui surgissent et on va te les poser au fur et à mesure. Parfait, ça me fera plaisir d'entendre ta voix, Louise. Donc, à partir du doctorat, je dirais que les champs de recherche auxquels je me suis surtout consacré, le discours médiatique, ça a été ma première voie d'entrée, si vous voulez, dans la théorie de la réception. Connaître le point de vue de certains spectateurs, c'est sûr que le discours médiatique, c'est un spectateur un peu particulier. Dans le théâtre contemporain, deux phénomènes qui m'intéressent en particulier, c'est la personnalisation de la relation avec le spectateur et aussi la participation du public, avec aussi les modifications que le numérique entraîne dans la réception, c'est-à-dire, je vous donne un exemple comme ça, peut-être pas le plus fréquent, mais par exemple, une représentation dans laquelle vous pouvez utiliser votre téléphone cellulaire pour communiquer avec les interprètes du spectacle. Ce serait par exemple un exemple de numérique dans la réception. Et finalement, plus récemment, l'étude de la médiation culturelle et numérique dans les arts de la scène et l'étude des comportements des publics. Ça, c'est venu un peu plus tardivement, mais vous allez voir que ça prend une place dans les recherches que je mène actuellement. Ici, je ne vais pas nommer tout ça, mais ça vous donne une idée un petit peu des projets de recherche que j'ai faits au fil des ans. Quand je suis rentré comme professeur, j'ai commencé avec la relation avec le spectateur. Ensuite, j'ai fait ce dictionnaire-là, le Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, qui est un dictionnaire de réception critique. C'est-à-dire qu'on veut savoir comment les œuvres ont été reçues, principalement par la critique, qu'elle soit journalistique, spécialisée ou encore universitaire. L'autre projet que vous voyez ensuite, c'était encore sur de la réception critique, mais cette fois-ci, c'était plutôt des chroniques. Et le colloque L'engagement du spectateur, c'était vraiment la continuation des premières recherches que vous avez vues là. J'ai continué à travailler en esthétique parce que le théâtre québécois et puis ce qu'on fait aujourd'hui m'intéresse encore beaucoup. Et le projet de recherche actuel, je dirais, auquel je consacre le plus de temps, c'est celui-ci, qui s'appelle Dispositif de médiation numérique dans les arts de la scène au Québec, pratique, savoir et savoir-faire. Si vous avez des questions à me poser là-dessus, je n'en parlerai pas plus pour le moment, mais je vais vous donner certains concepts avec lesquels on travaille dans ce projet de recherche-là. Et finalement, Claudia Barbara, elle va vous parler du projet de recherche qu'on mène ensemble qui s'appelle Public québécois des arts de la scène, portrait de groupe avant et après l'épidémie de COVID-19 à Montréal et en région. Et je travaille aussi avec le CRILC à ce recensement d'initiatives culturelles mises en œuvre au temps de la COVID-19. Vous pouvez aller voir sur le site du CRILC de quoi ça a l'air. On essaie de recenser
toutes les manières dont les gens qui sont actifs dans le secteur culturel ont mené des initiatives pour remplacer certaines activités qu'ils ne pourraient pas faire durant le temps du COVID. Hervé, Donc, je me permets de t'interrompre une oui, seconde, oui, juste peut-être pour préciser ce qu'est le CRILC. oui. Le CRIL, c'est le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Ça ressemble des chercheurs qui sont des québécistes. Des québécistes, c'est des chercheurs spécialistes des études québécoises. Et le CRIL a cette particularité de couvrir l'ensemble de la culture québécoise, toutes disciplines confondues. Donc, littérature, théâtre, danse, cirque, muséologie, art visuel, architecture, patrimoine, etc. Donc, c'est un gros centre de recherche. Donc, je pense que là-dedans, on recense des initiatives culturelles qui sont de plus d'une vingtaine de domaines différents. Autant les bibliothèques, les musées, les compagnies de théâtre, de danse, euh, beaucoup de choses. Donc ça, là, on est en période de recensement, mais on va pouvoir ouvrir le site au public prochainement. OK. Donc, Merci. pour aller voir ça. Puis après ça, on va demander un appel de contribution du public pour nous signaler des initiatives qu'on n'aurait pas, qui nous auraient échappé. Il y a beaucoup d'auxiliaires de recherche qui travaillent sur ce projet-là. Je voulais vous donner un petit peu de contenu théorique. Je dirais qu'un des éléments fondateurs sur le plan intellectuel de mes recherches, c'est la théorie de la réception. Hein. La théorie de la réception, si vous voulez, c'est si on considère, par exemple, que les études littéraires se font autour de trois pôles, qu'on pourrait dénommer l'auteur, le texte et le récepteur, on pourrait dire que la théorie de la réception se concentre sur le récepteur. Pour les études littéraires, c'est le lecteur. Pour les études théâtrales, c'est le spectateur. Et on pourrait dire que dans la théorie de la réception, il y a deux grandes tendances. Une qui est axée sur la réception critique et qui, à ce moment-là, concerne une communauté interprétative en particulier, c'est-à-dire que à ce moment-là, on parle surtout des gens qui portent des jugements sur les œuvres artistiques. Et de l'autre tendance de la théorie de la réception, c'est de s'intéresser à la théorie de la lecture, mais évidemment, si on pense à un art comme le théâtre, ce serait plutôt la théorie de la spectation. Et donc, on a comme deux grandes divisions là-dedans. Une qui est fondée sur la réception des œuvres pour voir justement un petit peu quelle serait leur place dans une histoire littéraire, ou si on pense aux arts de la scène, une histoire du théâtre ou des arts de la scène. Et là, à ce moment-là, on étudie les jugements qui sont posés par la critique, qu'elle soit journalistique, spécialisée ou universitaire. Et la seconde tendance, la théorie de la réception, c'est de s'intéresser au processus de lecture et à ses effets sur le lecteur pour savoir comment se met en place la réponse du lecteur à l'œuvre. Et dans le cas des arts de la scène, on va parler, plutôt que de processus de lecture, on va parler ou bien de spectature ou de spectation pour dire qu'est-ce que c'est l'activité qu'on fait quand on assiste à une représentation théâtrale ou un autre spectacle. Et dans ce second axe-là, va émerger aussi un intérêt pour les pratiques concrètes du spectateur qui vont conduire, entre autres, à ce qu'on va appeler des études de public ou de non-public, selon qu'on s'intéresse aux gens qui y vont au théâtre ou encore à ceux qui y vont pas, les non-publics. Quelques petits concepts qu'on utilise dans le cadre de cette théorie de la réception. Un premier concept, le concept d'horizon d'attente. Hein, je vous laisse lire un petit peu ce que ça veut dire, mais grosso modo, hein, l'horizon d'attente, c'est qu'est-ce que le public attend au moment de la réception de l'œuvre et dans quelle mesure cet horizon d'attente-là va être soit décevant pour le spectateur, au contraire réconfortant pour le spectateur, ou un petit peu entre les deux. Et on va appeler justement écart esthétique
la distance qu'il y a entre un horizon d'attente préexistant et une œuvre nouvelle si cette œuvre-là entraîne un changement d'horizon. Hein. Il y a un grand nombre d'œuvres qui n'entraînent pas de changement d'horizon, qui font simplement nous ramener là où on... Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est si vous lisez un roman policier, que vous aimez les romans policiers, et que vous allez chercher à lire, par exemple, tous les titres de la série de tel auteur que vous aimez, mais là, vous allez probablement rester tout le temps dans le même horizon d'attente et l'écart esthétique ne sera pas très marqué. Mais par exemple, si vous tombez sur un autre auteur de romans policiers qui, lui, écrit des trucs vraiment gore auxquels vous n'êtes pas habitué, oups, là, votre horizon d'attente va être un petit peu modifié. Et puis, vous allez peut-être faire une décision par rapport à ça. Un autre concept intéressant, c'est le concept de communauté interprétative. La communauté interprétative, si vous voulez, ce sont toutes les personnes, toutes les instances qui décident de ce qu'est le littéraire, mais on pourrait dire, on a la même chose pour ce qui est des arts de la scène. Donc, ça veut dire l'institution littéraire ou l'institution théâtrale, mais aussi l'institution universitaire, des gens comme Louise et moi, qui vous enseignons et qui vous apprenons à penser le théâtre, les arts de la scène à partir de certaines catégories et et on vous apprend aussi on vous évalue à partir de ces catégories-là, de telle sorte que finalement, on décide d'une certaine partie de ce qu'on peut considérer comme le littéraire ou le théâtral. Un autre concept qui peut vous intéresser dans le domaine de la théorie de la réception, c'est le contrat de lecture ou encore le contrat spectaculaire, hein, qui sont les règles en vertu desquelles le lecteur ou le spectateur va agir en fonction d'une production théâtrale donnée. Hein. Si par exemple, vous êtes en train d'assister à du théâtre de rue, vous savez que vous avez le droit de bouger. Hein? Vous savez même que vous avez peut-être même le droit d'aller, peut-être pas en période de COVID, là, mais dans une autre période de temps, vous pourriez peut-être même être amené à interagir avec les gens qui font du théâtre de rue. Hein? Si vous allez dans une salle à l'italienne, probablement que vous allez avoir moins de contact avec, vous allez rester assis dans votre fauteuil. Hein? Donc ça, chaque spectacle va proposer, si vous voulez, un contrat spectaculaire particulier. Ça va, des questions? J'achève la partie plus théorique. Ici, on a, pour ce qui est des spectateurs, pour ce qui est des lecteurs, on a une certaine typologie qui existe pour les distinguer les uns des autres. Peut-être, parce que là, je ne veux pas non plus trop vous embêter avec ça, vous aurez le PowerPoint si vous voulez y revenir davantage, mais je dirais que deux catégories qui peuvent être intéressantes à considérer. La catégorie du lecteur compétent, hein, qu'on pourrait transformer en spectateur compétent pour les fins du théâtre. Hein. Ça veut dire que c'est un spectateur qui est habitué d'aller au théâtre, qui connaît déjà des codes, qui a certaines compétences à cet égard-là, et qui se distingue un petit peu à cet égard-là de certains spectateurs ordinaires, hein, qui seraient des gens qui ont peut-être moins l'habitude de ces codes-là, ou du lecteur réel de Picard. Hein. Et là, quand on parle de lecteur réel, on veut dire un vrai spectateur, pas un concept abstrait auquel on se réfère. Un autre concept intéressant de la théorie de la réception, c'est le non-public, hein, qu'on peut définir comme des individus qui n'ont pas assisté à des activités d'un art ou d'un organisme pendant un temps donné. On peut, par exemple, essayer de connaître le non-public d'un musée, le non-public d'un théâtre. Hein. Peut-être qu'il va au théâtre, mais pas dans ce théâtre-là. Ou on peut aussi on pourrait aussi essayer de cerner le non-public du théâtre. On pourrait même le faire pour le sport. Tous ces concepts-là, dont plusieurs nous viennent des études littéraires ou de d'autres pratiques artistiques, ont été repris et adaptés pour diverses pratiques artistiques et aussi pour le théâtre et les arts de la scène. Dernier concept, et puis après ça, je vais essayer de conclure dans les 5 minutes qui me reviennent pour laisser la place à Claudia Barbara.
Un des projets de recherche dont je vous ai parlé parlait des dispositifs de médiation culturelle. Je voulais vous donner deux définitions qui vous permettent de comprendre ce que c'est que la médiation culturelle et un dispositif numérique. Et peut-être celle-là, parce que c'est une définition un peu plus complexe, je vais vous la lire avec vous. Donc, la médiation culturelle, on l'entend ici comme une action qui est menée par un professionnel ou un artiste pour susciter un dialogue autour d'une production artistique ou culturelle, qu'elle s'adresse à un individu ou à un groupe. Donc, la médiation, c'est de mettre en rapport, en quelque sorte, un public et une activité pour développer la relation soit avec un spectacle, donc avec une activité particulière, soit un art de la scène, c'est-à-dire qu'on peut faire de la médiation culturelle pour faire connaître un spectacle, mais on peut aussi en faire pour faire connaître une discipline, ou encore on peut le faire pour faire connaître un organisme culturel, pour aller visiter par exemple un théâtre. Et on peut aussi faire de la médiation culturelle, et c'est souvent le cas, pour développer des compétences tierces à l'aide d'une pratique artistique. Par exemple, faire de la médiation culturelle auprès des personnes âgées ou encore auprès des prisonniers, par exemple, pour se servir des activités culturelles pour leur faire développer un certain nombre de compétences. Si on veut parler de médiation culturelle numérique, eh bien là, il faut peut-être ajouter le concept de dispositif numérique. Et qu'est-ce qu'on entend par dispositif numérique? C'est assez vaste. On entend un ensemble de moyens en appui à la médiation culturelle. Et les dispositifs numériques sont donc développés grâce aux capacités d'encodage informatique, s'appuyant sur des réseaux, des équipements, des applications logicielles, selon différentes configurations et différentes modalités médiatiques. Et ces dispositifs numériques peuvent être déployés dans différents lieux physiques ou virtuels et selon différentes temporalités, avant, pendant ou après la représentation. Vous connaissez probablement les mots synchrone et asynchrone qui viennent qualifier ces activités-là. Donc ça c'est un des domaines dans lequel je travaille actuellement dans mes projets de recherche. Donc j'ai pas mal fini ma partie conceptuelle. Je voulais vous parler des méthodologies qu'on emploie au laboratoire de recherche sur le public de la culture. On fait donc autant de l'analyse quantitative, c'est-à-dire collecter des données auprès d'un vaste échantillon et proposer des statistiques pour mesurer l'ampleur d'un phénomène. C'est un projet de ce genre-là dont va vous parler Claudia Barbara. On fait aussi de l'analyse qualitative où on va recueillir des données auprès d'un échantillon restreint pour comprendre les modifications et les raisons d'agir d'un groupe en particulier. À ce moment-là, on procède par entretien ou par observation, par focus group, etc. On fait aussi de l'analyse de discours pour essayer de recueillir certains discours en particulier et les analyser selon une grille et à l'aide de certains critères en particulier, ce qu'on fait beaucoup en général en études littéraires. Comme je fais de l'esthétique théâtrale, on fait aussi de l'analyse de la représentation, qui peut être à la fois esthétique et thématique. Moi, dans mon cas, j'emploie le plus souvent une approche qui est socio-esthétique. Et ça prend habituellement en compte les principales composantes de la représentation, que vous connaissez bien. On fait aussi, au sein du laboratoire de l'histoire littéraire et culturelle, vous allez voir qu'un de mes projets de recherche s'inscrit là-dedans. Et quand on fait de l'histoire, on essaie d'inscrire des événements, des individus, des groupes et des tendances dans un cadre spatio-temporel particulier et d'établir des séries en lien avec le phénomène qu'on veut cerner. Est-ce que c'est un phénomène qui est en croissance ou qui est en diminution à une époque donnée, etc. Et finalement, des études de public et de non-public où on va collecter des données directement auprès de publics réels en fonction de critères qui sont liés à des questions de recherche. Ça fait pas mal le tour de ce qu'on fait. Maintenant, je vais passer la parole à Claudia Barbara qui va vous parler d'un projet de recherche en particulier. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler du projet de recherche public québécois des arts de la scène, portrait de groupe avant, pendant et après l'épidémie de la COVID-19.
J'ai débuté le projet de recherche le 29 juin dernier. C'est pour une période de 6 mois, donc on devrait terminer en temps normal, je crois, à la fin décembre. Le projet est financé par Mitax. C'est en collaboration avec Synapse C et bien entendu l'UQTR. Je vais vous présenter un petit peu l'équipe de recherche. C'est M. Hervé Gué, M. Tang Leding, qui est professeur aussi à l'UQTR, Juliette Denis et Simon Labbé-Vincent, qui travaillent pour l'organisme Synapse, qui recueille des données culturelles, et moi, Claudia Barbara Sivigny-Trudel, qui est étudiante à l'UQTR. Oups, je pense qu'on a passé... On a passé une diapo. Oui, on a passé une diapo, c'est pas grave. Non, je vais ici. Oui, c'est ça, merci. Je vais vous décrire un petit peu le projet. C'est certain que les conséquences de la crise de la COVID ont vraiment touché durement les arts de la scène. Il y avait certains sondages qui ont démontré la méfiance du public à l'égard d'un retour dans les salles de spectacle. C'est ce qui a convaincu les initiateurs de ce projet de recherche et ses partenaires, Synapse et Mitax, que je vous parlais tout à l'heure, la nécessité d'entreprendre une étude sur le comportement des publics avant, pendant et après la pandémie. C'est une enquête comportant un volet quantitatif, ce qu'Hervé expliquait tout à l'heure, et un volet qualitatif qui nous fournira des données susceptibles de nous aider à la relance et au repositionnement des diffuseurs et des producteurs en art de la scène au sortir de la crise. L'hypothèse guidant ces recherches sera que l'engagement du public et les solutions qui lui seront offertes au moment de la reprise des activités seront des facteurs déterminants pour la suite des choses. Peut-être je vais dire un petit mot sur l'engagement du public. On va essayer d'établir l'engagement du public, ça veut dire dans quelle mesure un public est vraiment pour lui, c'est une activité importante que cette activité culturelle-là. Il y a différents éléments qui nous permettent de mesurer cet engagement-là. Donc, pour le volet quantitatif, pour ces recherches, on se concentre sur le public de 5 diffuseurs en art de la scène en région et 2 organismes par art de la scène. Donc, le théâtre, la danse et le cirque à Montréal et aussi en région. Notre équipe vise à rejoindre au moins 100 personnes par organisme pour le volet quantitatif. Là, c'est sûr que là, au début, on se disait 100 personnes. Là, c'est un petit peu plus que ça. Le questionnaire il est divisé en 4 parties. La première partie, ça a pour but d'établir le portrait socio-démographique des répondants. Donc, les questions d'usage qu'on voit au début d'un questionnaire, l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, le salaire et la localité. Les 3 parties suivantes du questionnaire, elles visent à cerner les comportements des publics avant, pendant et après la pandémie de la COVID-19. Puis, je vais vous présenter quelques parties du questionnaire dans la question caractéristique du public. On trouvait intéressant de savoir s'il y avait des proches à risque d'attraper la COVID-19 dans les gens qu'ils fréquentent souvent. Donc, excusez-moi. Je ne vois plus la diapo. Oups. On va un petit... Oui, ben, je vais la nommer pour vous, Claudia Barbara. Donc, la question à laquelle on est arrivé pour cette chose-là, parce qu'on se disait un des facteurs qui risque d'influencer le public pour aller ou pas en salle, c'est s'ils ont des proches qui sont vulnérables à la crise. Alors, on a posé cette question-là. Y a-t-il des proches à risque d'attraper la COVID-19 dans les gens que vous fréquentez souvent? C'est sûr que moi, je me souviens, parce qu'il y a eu quand même plusieurs versions du questionnaire. La version finale, je crois que c'était la 8e. Certains ont hésité avant d'ajouter cette question, car certaines personnes ont levé un doute concernant la vie privée du répondant. Mais toutefois, on a conservé cette question qui est pertinente, car elle nous indique si les gens ayant un entourage à risque et donc une possibilité plus élevée de contracter le virus assisteront tout de même en présentiel à des représentations. Donc, cette question-là, c'est la dernière de la première partie. Aussi, les questions avant la pandémie,
question 7. Avez-vous assisté à au moins un spectacle professionnel en 2019, soit au cours de l'année précédant la pandémie? Cette question, elle nous permet de connaître si le répondant a consommé de l'art dans la dernière année ou s'il fait partie du groupe des non-publics. La question 8. À quel genre de spectacle avez-vous assisté? Ça nous donne l'occasion de connaître les pratiques culturelles des répondants. Est-ce qu'on peut savoir, en plus, on a ajouté sélectionner tout ce qui s'applique, donc les gens ne sont pas limités à certains choix. Ça nous permet de savoir c'est vraiment quels sont leurs goûts. Questionnaire pendant la pandémie. De façon générale, si on vous offre le choix, préférez-vous consommer un spectacle de manière synchrone ou asynchrone? J'ai choisi cette question, elle peut paraître simple, mais c'est celle qui nous a demandé une réflexion sur la manière de la formuler. Car les mots synchrone et asynchrone ne sont pas connus par tous. C'est le professeur Hervé Guay qui a simplifié la description afin que tous les répondants comprennent bien la différence entre les deux questions. Même si on les utilise souvent maintenant, c'est sûr que c'est mais ça nous permettait quand même de faire une différence qui était claire. Oui. Mais en même temps, en utilisant des mots savants, mais il fallait pour ce faire donner la précision pour être sûr que tout le monde comprenne. Et simplifier les choses. Oui. Mais on vient tout juste de terminer la période test du questionnaire, puis les gens ont très bien répondu à cette question, donc ils ont bien compris. Questionnaire après la pandémie. Donc, nous, dans le fond, il s'agit d'une des dernières questions de ce questionnaire. Puis ici, on désire connaître quelle sera la ou les raisons qui empêcheront les gens d'assister à un spectacle ou à un événement en personne. C'est certain ici que, dû à la COVID-19, les gens peuvent avoir peur pour leur santé de leurs proches. Les gens qui sont habitués d'assister à du théâtre, à des spectacles, peuvent avoir peur que la distribution soit réduite, la distance entre les interprètes. Aussi, c'est certain que cette crise-là entraîne des situations financières critiques. Puis, les gens aussi ont peur que les mesures de distanciation, les espaces entre les bancs peuvent dénaturer leur expérience en salle. Les gens aussi peuvent avoir développé d'autres priorités pendant le confinement, avoir développé d'autres intérêts. Des gens ont pu développer des intérêts pour la cuisine, la photographie, la peinture. Et aussi, il y en a qui vont tout simplement attendre le développement d'un vaccin avant de retourner en salle. Claudia Barbara, j'aurais une question. Quand vous indiquez donc dans le questionnaire après la pandémie, cela implique qu'il n'y a pas encore de vaccin, justement, qu'il n'y a pas de... Non. Donc, OK. Donc, la pandémie est toujours en cours, mais il n'y a plus de confinement. Non, exactement. D'accord, merci. Exactement. Cette partie-là du questionnaire, c'est une bonne question, Louise. Cette question-là du questionnaire est prospective. Donc, on demande aux gens d'imaginer quel va être leur comportement après la pandémie. Et comme les gens l'ont expérimenté un petit peu cet été où les activités étaient un petit peu plus libres, ben, ils ont déjà une bonne idée de ce qu'ils vont faire. Puis là, comme on vient de rentrer en confinement à nouveau pour certaines régions au Québec, le questionnaire reste valable en fonction de ces trois parties-là, même si la situation a changé. Merci. Merci. Donc, c'est ça, dans le fond, ça c'était la première partie du projet. Maintenant, je vais vous parler du volet qualitatif. C'est le premier thème de l'entretien, portera sur les caractéristiques actuelles des participants et visera notamment à mesurer les risques de contracter la COVID-19 qui existent dans l'entourage des répondants ou connaître à quoi tient le sentiment de sécurité qui pourrait influencer leur comportement de spectateur. Le second thème de l'entretien, il nous permettra d'approfondir le profil du consommateur culturel, son degré d'engagement en relation avec les arts de la scène, les autres pratiques culturelles et d'autres formes de loisirs avant la pandémie. Le troisième thème, il vise à connaître plus concrètement si les répondants ont modifié leur comportement culturel durant la pandémie
et le cas échéant, comment et pourquoi ils l'ont fait. Le quatrième thème, après la pandémie, une nature prospective. Comme disait Hervé tout à l'heure, Hervé vise à documenter les principales dimensions, les choix sanitaires, artistiques et organisationnels qui orienteront les nouveaux comportements qu'adoptera le public des arts de la scène une fois la reprise des spectacles. Une autre partie du volet qualitatif, c'est le volet EWAM, excusez-moi, ou Word of Mouth, des membres du public des arts de la scène en circulation sur les médias sociaux. Ça, dans le fond, le word of mouth, c'est d'aller recueillir ce que les gens ont dit sur Facebook, sur Instagram. C'est tout de même beaucoup de recherche. Puis aussi, dresser une liste des préoccupations du public et compléter les données du volet qualitatif. Donc, vous voyez que c'est un travail de recherche intéressant, puis on veut, par ce projet de recherche-là, procurer des données aux organismes en art du spectacle pour qu'ils puissent mieux comprendre les comportements du public. Je termine rapidement, merci Claudia Barbara de cette partie, rapidement en vous mentionnant mes recherches, là, mais vous pourrez regarder ça plus en détail si vous voulez aller voir le PowerPoint. Donc, pour donner une petite idée, j'en profite pour vous mentionner mon nouveau livre qui vient de sortir, ouvrage collectif sous la direction de Gilbert David, mais auquel j'ai participé avec Hélène Jacques et Yves Jubinville, qui propose une première histoire, synthèse historique du théâtre contemporain au Québec entre 1945 et 2015. Donc, j'espère que ce sera utile dans les cours d'histoire du théâtre. Et puis, toute une partie esthétique à laquelle j'ai participé là-dedans. Vous avez aussi ici l'article qu'on a publié sur notre enquête quantitative sur les dispositifs de médiation numérique dans les arts de la scène au Québec. Finalement, il n'y a pas trop longtemps non plus, en janvier est paru un autre livre que j'ai fait avec une de mes étudiantes, Sarah Thibault, qui s'appelle « L'interprétation du réel sur les théâtres documentaires au Québec ». Et j'en profite pour mentionner le fait qu'il y a un article là-dedans sur le travail d'Anne-Marie Ouellette, dont une partie du travail peut être considérée comme étant documentaire, si on a une vision assez large de ce que c'est. Vous regarderez les autres publications, là, elles sont variées. Je mentionne un autre livre que j'ai fait avec un autre collègue, Patrick Leroux, sur les discours du théâtre québécois, qui s'appelle « Le jeu des positions », qui vous donne une idée de la manière dont les artistes du théâtre québécois se perçoivent et comment ils se présentent, de manière à proposer une posture culturelle en particulier. Et finalement, ici, je vous mentionne un livre que j'ai fait qui est ma thèse, que j'ai publiée, qui s'appelle Théâtre et presse, l'éveil culturel, théâtre et presse à Montréal. Et j'avais aussi fait, avec un autre étudiant, Francis Ducharme de l'UQAM, un numéro sur le théâtre et les médias. Mais bon, en conclusion, on veut avoir un peu de temps pour parler ensemble. Je vous ai parlé des recherches que je mène, surtout les miennes. Mais en ce moment, il y a d'autres recherches pas mal intéressantes qui se passent au laboratoire, notamment une recherche menée par Marie-Claude Larouche sur les passeurs culturels, c'est-à-dire vraiment comment les enseignants peuvent devenir des gens qui permettent de transmettre la culture, autant au préscolaire qu'au primaire. Donc, ça vous donne un peu une idée des recherches sur les publics que l'on fait au laboratoire. Et Marie-Claude Lapointe, qui travaille avec Gilles Pronovo, travaille, elle, sur les jeunes et le cosmopolitisme dans les pratiques culturelles. Comment les pratiques actuelles, culturelles actuelles des jeunes deviennent de plus en plus cosmopolites. Et elle essaie d'approcher ça en tenant compte à la fois de l'esthétique et des pratiques culturelles elles-mêmes. Pour terminer, je dirais que les recherches sur les publics s'ajoutent aux recherches qu'on fait sur les créateurs et sur la création. Donc, ça ne les remplace pas, mais ça vient documenter un autre élément et ça vient donner une voix à ceux et celles qui donnent un sens à leur vie
personnelles et collectives qui l'enrichissent en fréquentant les lieux culturels ou encore en s'adonnant des pratiques culturelles, mais aussi on s'intéresse à ceux et celles qui travaillent à accroître l'accès à la culture et à une diversité de public. Donc vraiment, le laboratoire, c'est ça qu'il veut faire. Il ne veut pas remplacer les recherches ni la création, mais il veut plutôt apporter au public toute l'importance qu'il mérite. Et je pense que le théâtre, en tant qu'art avec le public, si on veut accepter cette catégorie-là, un art qui demande la présence du public a besoin de mieux connaître à qui il s'adresse et quelle contribution le public peut apporter à cet événement-là. Toutes les formes de contribution étant, de mon point de vue, valables, on peut simplement les caractériser. Et en terminant, on va être vraiment heureux de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Hervé et Claudia Barbara. C'était vraiment très riche, intéressant ce que vous nous avez présenté et on voit qu'il y a beaucoup d'activités qui se déroulent au laboratoire de recherche auquel vous participez. Moi, j'ai une question déjà, mais j'invite aussi tous ceux qui sont présents aujourd'hui avec nous, soit à allumer votre micro si vous avez une question à poser ou lever une main virtuelle. Nous allons, Clémence et moi, pouvoir vous donner ensuite la parole. Vous pouvez écrire une question dans la boîte de conversation aussi, si vous préférez. Mais je vais partir le bal avec une question que vous allez sans doute trouver très générale, Hervé et Claudia Barbara, mais quels sont les premiers résultats de votre enquête, peut-être là en ce qui concerne justement le projet auquel Claudia Barbara est associée? Vous avez commencé à collecter des données. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de la direction dans laquelle ça s'en va, autour de certaines questions peut-être du questionnaire que vous nous avez montré? C'est certain que la période de test se terminait aujourd'hui. Tout de même, on a eu un bon taux de réponse. On est à 20 %, je crois, ce qui est très bien. Je n'ai même pas eu le temps encore de communiquer les résultats à M. Gay, mais bon, je peux vous en parler un petit peu. J'ai regardé les résultats. Ce qui m'a surtout marqué et que j'ai trouvé tellement dommage, c'est le prix que les gens vont être prêts à payer pour assister à un spectacle. Et j'ai trouvé ça très bas, de mémoire. Spectacle ou spectacle virtuel? Spectacle virtuel, excusez-moi. Oui. Oui. C'était combien? De mémoire, c'est un peu moins c'est environ 25 % de mémoire. J'ai regardé rapidement là, ce matin, donc je vous dirais, c'est ça. Mais au moins, les gens sont prêts à payer un petit quelque chose. Donc, on peut l'interpréter de deux façons. On peut l'interpréter sur le fait que la culture virtuelle les intéresse, pour ce qui est des arts de la scène, les intéresse moyennement. Et donc, ils accordent beaucoup de prix à l'expérience vivante, qui pourrait être une façon positive de voir ça, et qui considèrent que la captation d'un spectacle serait quand même une expérience minimale de quelque chose qui peut être un peu plus que ça. Donc, mais je trouve que ça corrobore d'autres sondages que j'ai entendus à ce sujet-là. C'est pas mal. C'est peut-être même dans notre sondage un petit peu plus que ce que j'ai entendu, parce que moi, ce que j'avais entendu ailleurs, c'est 5 $. Mais donc, je vais quand même regarder les résultats du questionnaire pour être certaine, puis je vais okay. vous en reparler. Mais juste pour enchaîner avec cette question-là, que je trouve vraiment intéressante, alors j'essaie de me rappeler dans la méthodologie de votre recherche, les personnes à qui vous avez envoyé le questionnaire, est-ce que c'était déjà des spectateurs assidus ou c'était une variété de personnes incluant un non-public, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas au théâtre, mais qui peut-être seraient intéressés à le voir de manière virtuelle parce qu'ils n'aiment pas aller dans un théâtre, mais de leur salon, ça les intéresserait peut-être davantage. Donc, est-ce que dans votre échantillon, vous pensez ce type de public-là possible? Non, je j'allais dire qu'on a fonctionné avec les listings des théâtres. Okay. Donc, ça veut dire qu'on est surtout avec des gens, parce que ça va aussi avec notre hypothèse de recherche qui est l'engagement, que l'engagement va avoir une importance. Mais dans ces listings-là, très souvent, les théâtres gardent des listings de gens qui sont venus au théâtre il y a 5, peut-être même il y a 10 ans.
Donc, ils sont peut-être des gens qui sont devenus malades entre-temps ou handicapés qui n'y vont plus. Donc, je pense qu'on pourra en avoir un tout petit peu de ce genre de... Mais le non-public même, on va l'échapper, je pense. OK. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires par rapport à cette question-là, ce grand sujet? Alors, pour ceux qui habitent au Québec, là, vous savez que dans les zones rouges, on a débuté un nouveau confinement qui fait en sorte que les salles de spectacle ne peuvent plus accueillir le public en salle. Dans les zones oranges, je pense que c'est encore possible. Donc, il y a des conséquences quand même importantes. Certaines salles de spectacle avaient déjà trouvé des formules hybrides où le public pouvait assister quand même à des représentations de manière virtuelle. Personnellement, j'ai assisté à un spectacle du Théâtre du Nouveau Monde la semaine dernière, ce week-end. C'était un spectacle qui était présenté à la fois en salle et de manière virtuelle et j'ai adoré l'expérience, même si c'est très différent de celle qu'on peut avoir quand on va dans une salle, mais c'est quelque chose qui, moi, ne m'a pas déplu, bien que ce soit assez nouveau en ce qui me concerne, parce que je vais au théâtre dans les salles habituellement. Alors, vous pouvez écrire des commentaires ou des questions dans la boîte de conversation. Petite question pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux résultats. J'espère que vous m'entendez bien, je suis dans un bruit de chat. Ma première question, c'était par rapport aux résultats que vous aviez dit que les gens étaient pas prêts à payer beaucoup pour un spectacle virtuel. Est-ce que vous aviez remarqué une différence selon les âges, donc selon le profil peut-être des personnes? Donc, autrement dit, est-ce que ça s'explique par peut-être un manque de revenus ou une baisse de revenus pendant la pandémie ou plus quelque chose comme on veut pas tant le revenu en tant que tel, mais plus l'intérêt de payer pour ça? Puis aussi, je me demandais si vous aviez trouvé des raisons principales qui démotivaient les motivaient à aller au théâtre de cette Justement, c'est sûr que là, on a quand même juste 20 personnes pour le moment parce que le sondage était en période de test. Mais c'est une bonne question parce que quand même, la tranche d'âge des répondants, c'est vraiment de 50 à 64 et 65 ans et plus. Donc, c'est sûr que ces gens-là sont peut-être un petit peu moins portés vers le numérique. Effectivement. Oui, c'est ça. Peut-être une tranche d'âge plus jeune qui est plus habituée à ce genre d'expérience-là. Mais c'est sûr que là, c'était seulement qu'un test. Là, on va pouvoir plus le savoir à la fin de... J'ai l'impression aussi que s'il y a certaines questions qui sont relatives à la technologie qui se posent pour les spectateurs plus âgés, je pense qu'il va y avoir d'autres questions qui vont être relatives aux moyens financiers qui vont se poser pour des spectateurs plus jeunes. Surtout des spectateurs qui sont habitués d'avoir accès à toutes sortes de contenus gratuitement. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire la transition entre le fait d'accorder assez de prix à quelque chose alors qu'ils peuvent faire d'autres choses qui ne leur coûteraient rien? Donc, la situation actuelle est très complexe pour les compagnies de théâtre. C'est pour ça aussi parce qu'on participait à un autre modèle avec un autre projet de recherche avec Claudia Barbara sur les modèles d'affaires pour les compagnies de théâtre. C'est pour ça que les compagnies qui font une transition actuellement restent assez prudentes par rapport à leurs activités. Je pense qu'ils veulent garder du présentiel et offrir à l'occasion, mais jamais tout à fait dans les mêmes conditions des spectacles en ligne. Je ne sais pas, Louise, comment le TLM vendait le lien vers le spectacle, comment ça se passait? C'était vraiment une captation en direct. Alors ça, c'était particulier dans la mesure où des captations vidéo, c'est-à-dire des spectacles enregistrés, moi j'en ai vu plusieurs, mais d'assister à une représentation à partir de chez moi, alors que je voyais sur mon écran non seulement la scène, mais aussi les spectateurs au début, là, avant que le spectacle commence, la caméra était allumée et on voyait les gens entrer dans la salle, s'installer et attendre. Et ça, c'est particulier parce qu'on pouvait se projeter justement dans la salle avec les spectateurs qui étaient sur place. Donc, ça donnait l'illusion un peu d'une communion alors qu'elle était complètement fictive. Là. J'étais toute seule dans mon salon.
Mais quand même, j'ai trouvé que c'était une alternative intéressante. Et le fait même que ça se déroule en direct, je savais qu'à ce moment-là, sur scène, Emmanuel Schwartz était en train de jouer. Ça donnait vraiment une plus-value là, à l'expérience théâtrale. Davantage que si j'avais regardé la captation après le spectacle. Il n'y avait qu'une seule caméra, donc il n'y avait pas d'effet de montage qu'on peut voir parfois dans des captations vidéo là, de très bonne qualité. C'est intéressant, mais ça nous éloigne de l'expérience théâtrale réelle. Alors que cette fois-ci, j'étais face au comédien et mon regard était donc, oui, orienté d'une certaine manière, mais comme si j'étais plus ou moins dans la salle, assise au milieu, là, à la place du prince, comme on dit. Et oui, c'était satisfaisant comme expérience, sincèrement. En tout cas, pour nous, Claudia Barbara, on va garder ça en note parce que sur le synchrone et l'asynchrone, tu viens de nous donner, Louise, des données intéressantes à vérifier auprès du public parce qu'on se posait beaucoup de questions justement si le synchrone, si tout le monde allait opter finalement pour de l'asynchrone, puisque dans certains cas, c'est possible. Je connais des compagnies théâtre qui vendent le lien. Tu achètes le lien pour le spectacle et puis tu peux l'écouter quand tu veux. Et ils ne proposent même pas la production en synchrone. Le TNM utilise les deux formules, si j'ai bien compris. Là, moi, j'ai acheté une espèce d'abonnement, un forfait. Puis pour le spectacle que j'ai vu ce week-end, c'était Zébrina. Donc, on devait y assister en direct, comme si c'était un événement à une date précise, à un moment précis. Et ça donne toute sa valeur à l'expérience théâtrale, hein, en sachant que je n'y aurai pas accès par la suite. Il y a quelque chose de particulier dans l'expérience. Cela dit, d'autres spectacles du TNM seront présentés cet automne de manière asynchrone, c'est-à-dire que les spectateurs virtuels vont pouvoir accéder au spectacle sur une période de quelques jours. Alors, je ne sais pas si le TNM veut expérimenter des choses en procédant de la sorte ou c'était pour des raisons très pratiques préférable de fonctionner comme ça, mais je trouve ça intéressant qu'on nous propose finalement différentes façons d'accéder au théâtre quand même. Et le théâtre qui se fait maintenant, parce que les captations vidéo, généralement, on les a avec un délai. Souvent, ça prend quelques mois ou même, on peut voir un spectacle des années après qu'il a été créé. Ça, on sent du côté des compagnies théâtrales le désir d'offrir une variété de produits qui puissent être intéressants pour différents types de publics. Là, par exemple, Louise, qu'on pourrait considérer quand même comme une spectatrice compétente, sinon informée, va probablement avoir peut-être accordé plus de prix à ça, au fait que l'expérience théâtrale, un autre spectateur pour qui le théâtre est une activité culturelle parmi d'autres, peut-être que pour lui, ce qui aura du prix, c'est de pouvoir visionner son spectacle quand il veut. Donc là encore, on va essayer de voir un peu ce qui se dégage comme tendance du côté du public. C'est dans ce sens-là où ce que je disais, donner une voix au public, lui permettre de s'exprimer. Et à partir de ça, les compagnies de théâtre pourront choisir ce qu'elles ont envie de faire. Oui. Du côté de la réception, en tout cas, le fait de regarder un spectacle virtuel en sachant qu'il ne sera pas possible de revenir en arrière, par exemple, ça change l'expérience. Donc, ça exige un niveau d'attention qui se rapproche de celui d'un spectacle en salle, hein? Parce qu'on sait qu'on n'a qu'une seule occasion de le voir et c'est au moment où ça se déroule, dans le moment présent. Alors ça aussi, je pense qu'il y a une belle réflexion à faire sur la réception avec cette nouvelle façon de procéder, là. Okay. On pourrait en parler longuement, hein? Clémence, tu avais un autre commentaire à faire ou une question à poser? Oui, ben, j'avais une question, mais j'ai invité tous les gens là, à en poser. Là. Je me demande, est-ce que vous pensez, vous qui avez fait des recherches sur le sujet, que ça va changer l'art théâtral en tant que tel, le fait qu'on pousse des compagnies, c'est ça, à offrir différents produits qui sont loin, en fait, qui remodèlent un peu qu'est-ce que c'est du théâtre, est-ce que ça devient quelque chose qui peut être aussi filmé, ou est-ce qu'on peut être vraiment dans une salle pour avoir du théâtre. Donc, est-ce que ces pratiques-là vont remodeler la pratique après la pandémie, une fois qu'on va avoir un vaccin, selon vous? C'est difficile de
de se faire une tête là-dessus, ne serait-ce que parce que, j'ai envie de dire, dans un cas comme celui-là, c'est quand même les gens qui en font, qui ont le pouvoir de décider, qui ont l'agentivité de décider quelles seront leurs orientations. Je pense que la pandémie va probablement avoir deux effets contradictoires ou paradoxaux en même temps, c'est-à-dire rendre le spectacle vivant extrêmement précieux parce qu'il est plus rare. On le sent tous, même j'ai envie de dire ceux qui vont moins au théâtre savent que le fait de pouvoir se rassembler quelque part, c'est pas un donné, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. Donc, dans ce sens-là, je pense que ça va avoir probablement cet effet-là. Et je pense que le fait que les compagnies théâtrales ont commencé à mettre en place des nouveaux modèles d'affaires, eh bien, à partir du moment où la situation va changer, ils vont devoir décider est-ce qu'on les maintient? Est-ce qu'il y a assez de demandes pour ça? Ou est-ce qu'on veut aller vers des publics qui ne peuvent pas venir chez nous et leur offrir quelque chose quand même? Ou encore, on veut centrer toute notre énergie sur un autre type de production? Je pense que ça va dépendre aussi de la taille des compagnies et puis du genre d'esthétique de ces compagnies-là. Là. J'aimerais ça, par exemple, avoir l'avis d'Anne-Marie là-dessus. Je voulais justement me manifester parce que ce que je voulais ajouter à ce que tu dis, avec lequel je suis d'accord, Hervé, là, surtout de l'aspect précieux de la chose, mais aussi l'autre joueur entre les compagnies. Oui, les compagnies décident ce qu'ils offrent, mais il y a les conseils des arts aussi qui viennent orienter beaucoup les choix. Puis en ce moment, pour avoir fait des demandes de subventions, discuter aussi avec les gens des conseils des arts, c'est vrai. Puis, dans d'autres appels à projets aussi, tout le monde oriente vraiment beaucoup sur comment votre proposition artistique répond aux normes sanitaires en vigueur aujourd'hui, même si la proposition est pour l'an prochain. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi une vague. Ça va comme prendre... Parce qu'on va chercher l'argent maintenant, les projets, ils sont longs à faire. Donc, même s'il y a un vaccin, même si on a le droit de se rassembler à nouveau comme avant... disons en septembre prochain, j'en sais rien, puis j'espère que ça va être avancé, mais en tout cas, mais ça se peut très bien que ça, à mon avis, il va y avoir encore des propositions. Avec un seul acteur, il risque d'y en avoir plus, donc on va voir comme ça. C'est toujours relié, hein, le contexte économique et le contexte et les propositions artistiques sont souvent reliées avec le contexte des conseils des arts et des règles. Je trouve que ce que dit Anne-Marie, en tout cas, pour moi, vous voyez bien que les recherches qu'on fait sur les publics, puis toute la réflexion sur la création, puis le rôle des artistes, les décisions qu'ils en prennent, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Il y a simplement des terrains un petit peu différents qu'on essaie de couvrir pour, je pense, donner du sens à l'ensemble de l'activité théâtrale. C'est-à-dire autant pour ceux qui y viennent que pour ceux qui en font, puis les échanges qui se mettent en place entre les deux. J'ai envie de dire, pour qu'il y ait du théâtre, il faut qu'il y ait un public, il faut qu'il y ait quelqu'un et pour que les artistes, pour que l'expression des artistes ait une valeur, il faut qu'il y ait quelqu'un pour la recevoir. Donc, dans ce sens-là, les questions qu'on se pose actuellement je pense, sont assez importantes pour que, de part et d'autre, les deux pôles puissent réussir à continuer à se rencontrer. Puis la question de Clémence à cet égard-là était une question intéressante. Moi, je pense que, par contre, une chose qui est sûre pour moi, c'est que ce qui va faire en sorte que le public va continuer de fréquenter le théâtre sur quelque mode que ce soit, c'est surtout l'urgence avec laquelle les artistes ont besoin d'exprimer des choses. Ça, pour moi, c'est l'essentiel. C'est beau, merci beaucoup. C'est sur ces belles paroles-là, Hervé, je pense qu'on va mettre fin à cette présentation-là. Merci beaucoup, Hervé Gay. Merci beaucoup, Claudia Barbara. C'était vraiment une séance très stimulante, très intéressante. Merci à tous ceux qui se sont joints à nous.